La France s'engage à soutenir les pays africains pour faire face au changement climatique. Cet engagement a été pris à l'occasion du sommet sur le climat à Paris. Une rencontre entre François Hollande et les dirigeants africains a permis à ces derniers de formuler les solutions africaines pour limiter le réchauffement de la planète. Les enfants nés et vivant avec le VIH, ils sont des centaines dans la région des Hauts-Bassins. Comment vivre avec le VIH quand on est enfant et que font l'État et les structures communautaires pour accompagner ces enfants? Les réponses à ces questions, c'est à suivre dans le dossier santé de cette édition. Voilà pour le sommet de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le Burkina Faso, tout comme les autres pays en voie de développement, est plus victime que responsable de la production de gaz à effet de serre. Au sommet de Paris, le président de la transition a fait des propositions pour faire face au dérèglement du climat. La principale solution, selon le président de la transition, est la promotion des énergies renouvelables. Retour sur la participation du Burkina Faso à cette conférence avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Jérémy Sié Koulibaly. Le Burkina Faso subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Et pourtant, la solution au problème n'est pas uniquement burkinabé, elle est mondiale. En venant à Paris, le président Michel Kafando entend contribuer aux côtés des autres dirigeants du monde à la recherche d'une solution durable à la grave menace qui fait planer le dérèglement climatique sur l'avenir de l'humanité. Donc c'est une conférence extrêmement importante. Le Burkina Faso est venu avec un certain nombre aussi de solutions. Vous avez vu que nous avons dressé un stand où on explique un peu les besoins primordiaux du Burkina Faso. Je crois que c'est notre une nécessité absolue pour nous de nous associer à cet effort international afin de trouver une solution au dérèglement des changements climatiques. Tous les acteurs de la COP21 sont unanimes. L'Afrique fait partie des régions du monde qui subissent le plus durement les changements climatiques. Or, elle a été celle qui a le moins contribué, et de loin, au réchauffement planétaire, notamment par l'émission des gaz à effet de serre. Comment s'adapter au phénomène alors que la dégradation de l'environnement est un mode de survie pour des millions de personnes, comme c'est le cas au Burkina? Les gens, chez nous, recours au bois pour différentes utilisations. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut tenir compte du fait aussi qu'on ne peut pas continuer à le faire éternellement. C'est pourquoi les États doivent réorienter leur politique, notamment en axant justement la recherche sur les énergies renouvelables. Et nous sommes sur ce point-là en avance. Je pense que si on ne le fait pas, c'est véritablement toute notre planète qui court à sa perte. Sur le site du Bourget, des initiatives de renforcement de la résilience au changement climatique sont données en partage. Et le Burkina Faso est présent à cette exposition, visitée par le chef de l'État. Le président Michel Kafando, qui est venu encourager les acteurs nationaux et donner un cachet particulier à la participation burkinabé à la COP21. Et pendant ce temps, la grand-messe mondiale dédiée au climat se poursuit à Paris, en France. Mardi dernier, les chefs d'État du continent africain se sont retrouvés avec leur homologue français, François Hollande. Au centre de cette rencontre, les solutions africaines face aux défis des changements climatiques. Les échanges ont également abouti à un engagement de la France à payer une partie de sa dette climatique vis-à-vis de l'Afrique. Le point avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Jérémy Sié Koulibaly. 3 points à l'ordre du jour de ce sommet consacré aux défis climatiques et aux solutions africaines. L'accès aux énergies renouvelables, présenté comme une opportunité économique énorme pour les pays du continent. Et le projet de Grande Muraille Verte, destiné notamment à restaurer 50 millions d'hectares de terres dégradées
de la Mauritanie à l'Érythrée. En discussion également, l'ensablement du fleuve Niger et la réduction drastique de la superficie du lac Tchad du fait des changements climatiques. Autour de la table de discussion, une douzaine de chefs d'État africains aux côtés de leur homologue français François Hollande. L'objectif commun à tous ces acteurs, placer les solutions proposées par l'Afrique au cœur des négociations de l'accord de Paris sur le climat, engagé dans le cadre de la COP21. C'est une question de justice climatique, estime la présidente de la Commission de l'Union africaine, qui plaide pour un accord ambitieux, juridiquement contraignant et applicable à tous. En entendant d'y parvenir, la France entend assumer ses responsabilités dans le dérèglement du climat, dont les conséquences touchent durement les pays africains. Il y a une dette écologique que le monde, et en particulier le monde développé, doit régler à l'égard du continent africain. Alors la France veut montrer l'exemple et les financements destinés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale passeront donc de 3 à 5 milliards d'euros par an et nous contribuons ainsi, avec notre aide publique bilatérale, à atteindre ces fameux 100 milliards qui ont été fixés comme condition même pour qu'il y ait un accord à Paris. 6 milliards d'euros seront mobilisés dans l'Hexagone entre 2016 et 2020 pour soutenir les pays du continent dans leurs efforts d'adaptation au changement climatique. Ce qui est en jeu, c'est la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. La rencontre s'est achevée par un appel à une mobilisation mondiale, entre autres, pour avoir des financements additionnels, plus souples et plus simples à mettre en œuvre pour aider l'Afrique à relever les défis du dérèglement climatique. Retour au pays pour parler de ce projet financé par l'USAID dans le domaine de l'agriculture au profit du Burkina Faso et du Mali. Depuis ce matin à Ouagadougou, les animateurs du dit projet bénéficient d'une formation sur la bonne gestion des récoltes. Ils se familiarisent notamment avec les nouvelles technologies de stockage et de transformation des produits agricoles. Les bénéficiaires de cette formation devront à leur tour transmettre les connaissances acquises aux agriculteurs sur le terrain. Des précisions avec Yacouba Gamene et Draman Guéné. Ils sont une vingtaine de formateurs ici de 6 structures agricoles du Burkina et du Mali. Des formateurs qui reçoivent ici des leçons de bonne gestion des récoltes pour une alimentation saine. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur les technologies de production, c'est-à-dire les bonnes pratiques agricoles. Et là aussi, nous avons développé 5 modules. Aujourd'hui, on a 2 modules qui concernent le stockage et la conservation et la transformation. Des modules élaborés après une étude approfondie sur leurs conséquences, a encore l'USAID, le bras financier du projet. Que nous avons pris en compte le besoin de usagers de cette technologie et aussi on a dit que ces modules sont gens sensibles, donc nous avons aussi considéré les impacts de la technologie sur les femmes ainsi que les hommes. Ce sont des technologies post-récolte jugées innovantes par ces formateurs qui auront à leur tour à former des agriculteurs du Burkina Faso et du Mali. On reste dans le domaine de l'agriculture pour dire que ce secteur peut être un vrai pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Dans la région du Centre-Sud, l'exploitation des vergers est une activité que les jeunes en quête d'emploi peuvent mener à plein temps. Dans cette édition, nous faisons un zoom sur la production des agrumes tels que les tangelos jusqu'à leur commercialisation. Ibrahima Sombier et Yolande Lompo. Elle a un projet d'ouvrir son propre restaurant avec les recettes générées par la vente des tangelos. Et pour concrétiser son rêve, Rihanna Touwanga vend des tangelos sur l'axe Manga-Kombisiri. Tout comme elle, nombreuses sont celles qui s'investissent dans cette activité. Les clients là aiment beaucoup le tangelo là, et avec papaye. Mais si les clients viennent, ils nous disent que c'est cher. C'est parce que nous achetons cher que nous vendons cher là. On achète les kilos là à 250, les papayes là aussi à 200, les bananes là aussi à 200. Chaque matin, c'est dans ces vergers qu'elles viennent soit de Manga ou de la capitale pour s'approvisionner en agrumes.
Le groupement Songtaba, qui exploite à lui seul une superficie de 5 hectares sur un site de petite irrigation villageoise à l'île Bourré, aménagé en 2006, en est un bel exemple de réussite. Ici, en plus des agrumes, les 17 exploitants de ce groupement font également de la maraîchiculture. Le marché de Tangelo est fort plus que les autres choses. Et nous avons commencé à cultiver ça fait 3 ans comme ça. Et ça produit 1 ou 2 fois dans l'année. Un pied de Tangelo, quand ça devient grand, ça peut produire 400 kg. Nous n'avons pas les moyens pour payer beaucoup d'engrais. C'est la motopompe. La famille d'Aboubacar Paré raffole du nectar provenant des Tangelo et à chaque fois que ce père de famille en a l'occasion, il ne manque pas d'en rapporter chez lui à Ouagadougou. Je crois que c'est un fruit qui est entre l'orange et puis la mandarine, je sais pas, voilà, ça a un goût qui me plaît. Et puis on aime ça à la maison, quoi. Une fois dans le sol, ces arbres mettent 2 ans avant de commencer à donner des fruits. Et pour peu que l'État apporte sa contribution, des jeunes pourraient s'investir dans ce secteur, voire s'aventurer dans la fabrique des confitures d'agrumes afin de résorber un tant soit peu le taux de chômage dans la région du centre-sud. Un mot de santé dans ce journal avec ce constat. Dans la région des Hauts-Bassins, des centaines d'enfants sont nés et vivent avec le VIH. Justement, cette vie, comment ils l'amènent? Que font l'État et les structures associatives pour ces enfants? Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre dernier, une de nos équipes s'est intéressée à ces questions. Et les réponses, c'est avec Idrissa Warga et Sanoua Christine Koulibaly. Après ça, avec mon grand-père, il y avait une émission qui s'est passée à la télé. Quand l'émission est finie, il m'a dit que moi aussi je souffre de cette maladie. Ça m'a un peu choqué jusqu'à ce que les larmes pleuraient un peu. Voilà. Notre jeune homme avait alors 12 ans. Aujourd'hui, à 23 ans et du haut de son 1,80 m, Doudou, comme nous l'avons surnommé, n'a rien de moins que les jeunes de son âge. Naître avec le VIH est loin d'être une condamnation à mort pour lui. Puis à la santé, seulement il faut visualiser ton futur. Idem pour Fifi, également un surnom de notre adolescente, 16 ans, élève en classe de 3e. Cette maladie ne peut pas m'empêcher de faire des projets. La pilule passe cependant mal pour cette autre adolescente que nous avons décidé d'appeler Lily. Parfois, ça me rend triste et pense à tout. Et laisse mes médicaments là. Des adolescents comme Lily, les structures communautaires en rencontrent souvent. Déjà, même quand on n'est pas infecté, qu'on est adolescent, c'est pas simple. Et en plus du VIH, les enfants sont des rebelles, entre guillemets. Et ils ne suivent pas bien le traitement, ils décident de quand ils vont prendre. Je me rappelle très bien, en 2015, on a perdu environ 4 adolescents dans une période de 3 mois. Soumettre un enfant depuis le bas âge, je me dis à partir de 5 ans, à un traitement, il peut encore le supporter pour quelques années. Mais quand on arrive à l'étape de la puberté, ce n'est pas facile. Pourtant, autant pour les adultes que pour les enfants, la survie des personnes infectées par le VIH est liée en partie à ces produits, les antirétroviraux. Des produits longtemps restés inaccessibles aux tout-petits. Moi, j'assurais les permanences médico-sociales en service de médecine. Et depuis les premières heures du VIH-Sida. Et donc, il s'est trouvé que beaucoup de parents venaient pour leur prise en charge avec leurs enfants en main. Quelque temps après, ils reviennent, mais il n'y a pas l'enfant. Les enfants, ils décédaient en fait, parce qu'il n'y avait même pas de traitement pédiatrique. C'était des traitements pour les adultes qu'on cassait, on divisait en deux et on diluait pour donner aux enfants. Ça, c'était dans les années 98-2003. Entre l'adulte et l'enfant, les politiques ont priorisé l'adulte jusqu'en 2004. L'argument qu'on donnait, c'est que c'est les adultes qui s'occupent des enfants, mieux vaut qu'ils soient en bonne santé. J'ai failli déprimer. Vous voyez, tout ça, c'est des tests d'enfants séropositifs qui sont morts parce qu'il n'y avait aucun traitement. Un ensemble de faits qui sont à l'origine de la création de l'association Espoir pour demain en 2003. Elle a pour priorité le plaidoyer en faveur des enfants et leur accompagnement, tant sur le plan social, psychologique que scolaire. Grâce au plaidoyer, on a pu avoir les premiers traitements avec un programme français qui s'appelle le JPESTER, qui en son temps a disponibilisé 100 traitements pour les enfants. Et ça, c'était en 2003.
Depuis, l'AED a de nombreux acquis à son compteur. Enfants infectés et affectés, on a pris en charge 1311 enfants. Et ces 1311 enfants, il y en a 778 qui sont des enfants infectés par le VIH-Sida. Et pour qu'aucun enfant ne naisse encore avec le VIH, l'AED joue la carte de la prévention de la transmission mère-enfant. Nous faisons des causeries débats avec les femmes. Après ça, nous faisons des conseils pré- et post-test pour le dépistage du VIH chez les femmes enceintes. S'il y a des cas positifs, nous les référons dans un centre de prise en charge et puis nous les envoyons à AED. 2 fois par mois, on peut avoir 3 à 4 positifs. Au niveau national, nous avons un taux de prévalence qui est chiffré aujourd'hui à 0,92%. Lorsque nous venons au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous sommes à 1,4%. Et lorsqu'on s'intéresse aux données des sites sentinelles, c'est une observation qui se fait auprès des femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale. La région est autour de 2,2%. En attendant que les chercheurs ne trouvent la potion magique qui portera un coup fatal au VIH, la prévention et les ARV sont la seule panacée. Et dans un contexte de raréfaction des ressources, les enfants inscrits à l'AED lancent un appel à toutes les bonnes volontés à soutenir cette association pratiquement à bout de souffle. Un soutien qui lui permettra de continuer à donner de l'espoir et la joie de vivre aux 778 enfants infectés dont l'association a la charge. Parlons à présent de culture dans cette édition. Le FITMO, le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, a commencé hier soir. Et le FITMO, qui est une vitrine des écoles d'art, est à sa 15e édition cette année. 7 pays d'Afrique et d'Europe prennent part à ce festival. Un festival placé sous les signes du renouveau et de la persévérance et qui promet beaucoup de spectacles. Gérard Soumé et Yarki Teda. La pièce théâtrale L'autopsie de Justin Drabo ouvre le bal du FITMO 2015. C'est une autopsie sociétale avec en ligne de mire les problèmes du sous-développement du continent africain. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, 15e édition, jette alors les débats sur le thème « Théâtre d'intervention sociale et politique de développement local en Afrique » avec comme enjeu faire du festival une vitrine d'école d'art à travers un double signe. Nous plaçons cette 15e édition sous le signe du renouveau et je dirais en fait de la persévérance. Parce que comme vous le constatez, les conditions sont de plus en plus difficiles, mais nous sommes convaincus qu'avec l'engagement, la détermination et beaucoup de créativité et d'ingéniosité, des manifestations comme le FITMO peuvent se poursuivre et même grandir. Faire grandir le FITMO, c'est désormais le leitmotiv au sein des organisateurs et initiateurs qui, malgré la transition politique au Burkina, ont tenu à réaliser cette édition. Une édition aussi en transition vers une biennale en année impaire. Je peux dire que grâce au FITMO et grâce à différents festivals, quand je viens dans un pays, je ne me sens pas étranger. Parce que comme on l'a dit, l'intégration africaine ne passera que par l'art et par les artistes. Le FITMO se tient en 2 tranches, du 2 au 8 décembre en 2015 au Burkina Faso et du 9 au 12 décembre au Togo. L'édition 2015 accorde une place de choix à la décentralisation. C'est pourquoi, en plus de Ouagadougou, le festival se déporte à Laongo et à Tinkodogo. Culture toujours, comment redynamiser les musées burkinabés et les rendre plus attractifs. Les acteurs culturels chargés de la gestion de ces musées réfléchissent sur la question depuis ce matin à Ouagadougou. Avant de faire des propositions, ils vont d'abord faire l'état des lieux du fonctionnement des musées burkinabés. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Zalissa Sanfou. Visiter un musée, voilà qui ne fait pas partie de l'habitude de bon nombre de Burkinabés. Pourtant, à en croire le secrétaire général du département en charge de ces questions, ce n'est pas l'envie de découvrir le patrimoine culturel consigné en ces lieux qui manque. Il y a un engouement réel par rapport au musée et on sait également que de plus en plus, on a une jeunesse qui a besoin de références, qui a besoin de repères. Et c'est dans justement ces repères-là qui sont des sites, qui sont les creusets de la connaissance matérielle ou immatérielle donc, de notre pays. Réunis ici, les différents acteurs du domaine veulent faire l'état des lieux, déceler les difficultés et dégager les pistes de solutions en vue de rendre les musées du Burkina plus attractifs. Le problème déjà, c'est la question de la collecte.
outil ou quel objet collecter. Alors, il faut qu'ils sachent comment le faire. Il y en a qui, effectivement, ils ont l'envie, ils ont la volonté, mais il y a quand même des normes qu'il faut mettre en place. Et ces normes-là, pour la conservation, la restauration, c'est tout un travail de technicien qu'il faut avoir. Et tant que ces connaissances ne sont pas en place, il est certain que ça constitue des failles. Et pour déceler ces failles, le ministère a dû visiter une quinzaine de musées. Les résultats des différents travaux vont être feuilletés ici ensemble pour dégager une stratégie nationale pour un véritable essor de l'activité muséale. Retour chez nous pour la revue de presse. Les quotidiens de ce jeudi, dans leur majorité, décortiquent les résultats des législatives. Ces résultats ont été livrés hier par la Commission électorale nationale indépendante et les journaux ont été lus pour vous par Aimé Solange Guigma. À la une des parutions de ce 3 décembre 2015, les résultats des législatives. 55 députés pour le MPP, 33 pour l'UPC, 18 pour le CDP et 5 pour l'UNIR-PS. Les autres partis se partagent le reste des sièges. Telle sera la configuration du prochain Parlement au regard des résultats provisoires des législatives délivrés par la CENI, nous informe aujourd'hui au Faso. Avec cette configuration, une nouvelle carte parlementaire vient d'être tracée et avec elle, un nouveau Burkina où on assistera à une cohabitation à la sauce burkinabé, indique l'observateur Palga. Ce qui préfigure, d'après le pays, une effervescence certaine au sein de l'hémicycle où l'on va sans doute assister à des jeux d'alliance de diverses natures dans un sens comme dans l'autre. Selon l'analyse de notre temps, l'on achemine lentement mais sûrement vers la décadence d'une chambre d'enregistrement sobriquet donnée à l'Assemblée nationale sous le règne de Blaise Compaoré. Ce qui créera de toute évidence, poursuit ce journal, une sorte d'équilibre entre les deux pouvoirs, à savoir l'exécutif et le législatif. À présent que la décantation s'est faite sur des bases globalement saines, l'on peut dire, souligne le pays, que le Burkina est pleinement entré dans l'ère de la démocratie. Il appartient maintenant à Roch-Marc Christian Kaboré et à son équipe de faire en sorte que cette innovation politique qui vaut à notre démocratie d'être labellisée porte ses fruits. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon après-midi à toutes et à tous.